Amis de l'histoire et des romans historiques, bonjour. Donc nouveau sujet cette semaine. Alors c'est un sujet qui m'est cher, puisque ce sont mes propres livres. Donc j'avais déjà fait une émission sur une première édition du premier tome, et là il vient de paraître deux tomes. Donc le premier et le deuxième dans une autre édition. Donc là ce sont les éditions Hennezec Glen, ce qui veut dire archipel des Glénans en breton. Donc c'est un autre format, vous voyez. Donc je trouve ça assez joli comme le deuxième tome, vous voyez, c'est comme ça. Ça c'est Dieu et le roi, un premier tome, et celui-ci c'est Hussard, deuxième tome. Donc vous voyez, il y a une certaine unicité dans le décor, voilà, dans le travail de pagination. Voilà, donc je vais commencer pour cette semaine par donc, vous lire des passages du premier. Donc le vendredi suivant, je passerai au deuxième. Et puis j'ai mis aussi les maquettes du troisième. Voilà, c'est du carton, vous voyez. Mais ça c'est la maquette qui sortira dans quelques mois. Donc c'est le troisième, ça c'est la Société des Altérés. Donc on verra pourquoi elle s'appelle comme ça. Ensuite, le quatrième, Joseph Stobinski. Donc on peut imaginer que ça se passe en Pologne. Vous voyez, c'est le quatrième. Il y a un cinquième qui est déjà écrit, donc bon, vous découvrirez plus tard. Voilà. Voilà. Donc on va s'atteler au premier qu'on a vu. Alors on va le voir sur un autre angle cette fois-ci, sur d'autres passages que la première fois. Et puis je vais également donc vous voir un petit peu les sources et puis vous indiquer les personnages fictifs, les personnages historiques, etc. Donc pour ce qui est du premier, je vais vous lire quelques passages, pas beaucoup. Le mariage, page 17. Donc, page 17. Le mariage. Alors c'est le mariage de son père, c'est pas son mariage à lui, au personnage que je vais vous présenter tout à l'heure. Page 17. 17. Alors, il faut voir que tout ça est basé bien naturellement sur des sources. Donc j'en ai mis quelques-unes. Donc ça c'est l'histoire générale de la chouannerie d'Anne Bernel, que j'ai beaucoup utilisé. La nouvelle histoire des guerres de Vendée de Jean-Noël Bréjon et de Gérard Guichetto, alors que j'ai aussi beaucoup utilisé, mais j'en ai utilisé d'autres. Voilà. Et il y a aussi là-haut donc les paysans de Bretagne, les paysans donc au XVIIe siècle. Enfin, c'est un aperçu de quelques documents que j'ai utilisés pour créer une romance, quoi. Donc là on va s'attacher plutôt à des passages sur les romances plutôt que sur les faits historiques. Donc c'est à vous de les découvrir ensuite en lisant l'ouvrage. Donc le mariage. Ils étaient très jeunes. Elle était d'une grande beauté. Son teint était clair et frais, ses yeux couleur d'émeraude. Je ne vis une émeraude pour la première fois qu'en Égypte, et de telles pierres me firent immédiatement penser, avec émotion, aux yeux de la douce Chanik, sa mère. Elle était svelte et assez grande, mais moins que Yon. Sa chevelure blonde coiffée en une tresse se devinait magnifique sous sa sage coiffe. Mais surtout sa personnalité douce et pleine de sensibilité attirait irrésistiblement le jeune homme qu'était mon père. Lui était grand pour un paysan, peuple de privation. Sa longue chevelure noire contrastait avec celle de sa future. Du haut de ses 5 pieds 8 pouces, son corps exprimait la force et surtout la sérénité. Ses yeux bleus foncés confirmaient cette impression. Nous serons toujours ceux de la maison des grands, enfin jusqu'à ce que nous disparaissions du pays et un jour des mémoires. À Landudal, les maisons étaient dispersées par toute la campagne au gré des chemins profonds et des hauts talus, délimitant les prés, comme c'était souvent le cas en Bretagne et dans l'ouest de la France encore aujourd'hui. Le bourg comptait peu de maisons et était surtout le centre de rencontre des paroissiens avec l'église
et le champ de foire, essentiel pour échanger et quelquefois acheter ou vendre en monnaie du roi Louis. La pudeur doublée de la fierté étaient les caractéristiques de l'âme bretonne aussi. Les rapports sociaux ayant quelque importance avaient souvent besoin d'un truchement. À Landudal, pour les mariages et bien d'autres choses, on faisait appel aux tailleurs. Pour les gens à cette époque, les tailleurs n'étaient que des voleurs car ils étaient soupçonnés de surestimer leur travail et de le faire payer bien trop cher. Mais aussi, on les pensait au cours de jupons car ils en avaient la possibilité puisqu'ils travaillaient le plus souvent chez leurs clientes à la confection des vêtements de la maisonnée. Et puis, pour un paysan, le kémeneur, le tailleur, ne pouvait être qu'un fainéant. Ne s'était-il pas soustrait du travail harassant de la terre? Ce tailleur était une exception car irréprochable sur ces 3 points, mais si pour un breton le mot tailleur signifie confiant, même si pour un breton le mot tailleur signifie méfiance. Il avait su se faire accepter grâce à une grande probité et un profond respect pour les ménagères du pays. Kadou, Remener, le Kadou, c'est le prénom du tailleur, n'était pas très content de la tournure des choses. En effet, presque toujours son ambassade était sollicitée avant le pardon de Trollez. Mais Yann al-Lahour, c'est le père de Kaou, du héros du livre, prit la main de Chanik sans l'appui des parentèles et sans faire grand cas de son truchement. Donc il y a eu un bal et puis il lui a pris la main, et ça c'est dépassé une limite, quoi. Toutefois, Chanik ne refusa pas cette main assurée et le tailleur trouva ce jeune homme sympathique. Il prit le Basvalan. Basvalan, c'est le bâton de genêt, marque de l'état de truchement, pour aller chez les parents de la jeune fille et ceux du grand gars pressé. Pour que les formes fussent quelque peu bousculées, l'homme était brave. Bien que les formes fussent quelque peu bousculées, l'homme était brave et fit ce qu'il est d'usage et honnête de faire. Il fut rassuré car sur le chemin du Penty c'est une petite maison, des parents de Chanik, une tourterelle recula pour lui faire fête. L'homme possédait tout le savoir des campagnes, des champs et des forêts. Il connaissait les chants et les contes des anciens et créait de nouveaux, et en créait de nouveaux. On adoptait certains des coins de pays de langue bretonne du Bro Vigouden, c'est le pays de Bigoudin, Bro Wannet, c'est le pays d'Antec. Voilà, etc., etc. Donc c'est la romance qui continue sur ce thème pour aller jusqu'au mariage, donc qui est décrit, etc. Donc, page 48, la Saint-Michel. Page 48. Page 48, d'accord. Le 29 septembre, c'était la Saint-Michel, et mon père savait bien qu'il ne parviendrait pas, cet automne 1790, à réunir 40 livres. À qui emprunter? Au seigneur? Impensable. À un bourgeois? Impossible, car mes parents n'avaient pas de garantie, puisque journalier ne gagnant que 5 sous par jour. Alors les sous, 5 sous, plus ou moins 2,8 euros, voilà. C'est une approximation qui est difficilement valide, hein, parce que c'est un autre temps, quoi. À moi, donc à Corentin, puisqu'il avait une pièce d'or. Cela fendait le cœur de ma mère et de mon père, car cela ruinait tout projet de séminaire, parce que grâce à ça, on pouvait avoir un trousseau. C'est le seigneur du coin qui lui avait donné. L'abandon du séminaire ne me chagrinait guère, pour dire vrai. Il ne restait plus qu'à emprunter à Mérien lui-même, mais l'affaire n'était pas aisée à traiter. Le propriétaire vint à la foire de Saint-Jean, et celui-ci réclama son dû par le truchement de Kéribine. L'homme était prêt à transiger en prenant la vache, l'âne et les 2 moutons, et 30 livres de numéraire. Enfin, tout ce que nous possédions. Tu te moques de moi, bourgeois. Tu nous condamnes à la famine, lui répondit mon père. Ne le prends pas de si haut, petit laboureur. Tu n'en as pas les moyens. Par contre, si ta femme vient me servir à Quimper durant 6 mois, tu pourras conserver tes animaux. Il rajouta
Il rajouta un rire en coin. Ces dernières années, les hivers sont bien froids. Sur cette remarque, Yann se contint et faisait mine de ne pas avoir entendu, car il n'était pas de nature violent, par nature violent. Mais le gros homme eut l'audace d'en rajouter. Sevalaradin, Pahuana, Orhal, Kenze, ce qui signifie je bande quand je vois un cul si distingué. Dit-il avec cette phrase des plus vulgaires et bien connues des scélérats en Basse-Bretagne. À l'instant même, le poing de Yann al-Larour partit vers la mâchoire de Mérien et fit tel dégât que cet homme mauvais s'affala de sa grosse masse de 250 livres. Mérien roula sur le côté, puis se rétablit à quatre pattes pour se relever. Mon père fit mine de lui envoyer un coup de pied au cul, mais Kéribine renta son geste, estimant que l'humiliation était plus que suffisante. Tu t'en repentiras, cutéreux, dit Mérien, la main sur sa mâchoire douloureuse. Je te ferai chasser, toi, ta marmaille, et cette fille que tu ne mérites pas. Tu es un fou furieux, tu ne te rends pas compte à qui tu as affaire. La chose dit, il ne tarda pas sur site et marcha à pas rapides vers sa carriole pour regagner la ville. On l'entendit loin sur la ruelle, allant vers la route de Quimper. Il vociféra de toute sa haine, le danger n'étant pas présent. Kéribine éclata de rire. Quel méprisable pourceau. Tu l'as bien mouché, ce Buzugen. Buzugen, c'est un ver de terre. Mon père resta les bras pendants et le visage sombre. Il comprit que son geste remettait en cause plus de 10 années de travail de lui-même et de sa famille. Et puis l'avenir de son fils était complètement compromis. Il était dévasté. Qu'allons-nous devenir, conclut-il. Il est vrai qu'à London, il n'y a guère de terre ou de penti à louer. Si tu ne trouves rien ici, va voir Nedelec, Ambro-Fouenne, à Fouenan, quoi. Lui te trouvera un Cambro, un coin de pays, où l'on voudra d'une honnête famille. L'homme est très respecté de par toute la Cornouaille, et bien au-delà, surtout si on lui parle notre langue. Voilà, parce que les transactions se faisaient en breton. Hein. Voilà. Ensuite, page 70. Recherche de bouteilles de vin. Alors ça, c'est dans l'archipel des Glénans. Page 70. Voilà, là, cette fois-ci, j'ai préféré donc lire de la romance, hein, comme je vous le disais tout à l'heure, hein, plutôt que des faits d'armes, des faits historiques. C'est ainsi que c'est ainsi que nous fîmes de la recherche sous la mer avec les plongeurs de l'Orient. Alors, si vous lisez le livre, vous verrez comment tout ça est possible. Le plus probable était qu'un bateau avait coulé près de la pointe. Aussi, nous y mouillâmes plusieurs gueuses depuis notre barque, c'est une masse de fonte en général, afin de nous déhaler sur la mer avec facilité. La mise à l'eau était facile. Nous étions au mois d'août, la période où l'eau est la plus chaude. D'ailleurs, ces hommes ne faisaient ce métier que de juin à septembre. Nous ne plongions pas nus, mais avec un pantalon léger et en chemise. J'avais déjà ouvert les yeux dans l'eau de la rivière de Landudal pour observer les écrevisses et les saisir. Je m'étais habitué à voir les poissons en nageant devant Saint-Nicolas, c'est l'île principale, grâce à la grande clarté de la mer dans l'archipel. L'exercice était plus difficile car l'eau, avec le sel, me piquait les yeux, mais je m'y accoutumais. Les plongeurs se déhalaient jusqu'au bas des flots, mais j'étais bloqué par une douleur au niveau des 2 oreilles qui m'empêchait de plonger plus loin. Je n'y parviens pas, monsieur. J'ai mal aux oreilles. Je t'explique. Pince ton nez et souffle dedans en descendant. Cette sensation disparaîtra. Mais surtout, ne force pas. Tu pourrais te faire fort mal. J'appliquai la consigne et je pus participer aux recherches. J'appris aussi à plonger librement, à la manière des phoques ou des cormorans. Je me sentais comme un oiseau volant, mais pour le coup, au sein de la mer, quelle liberté! Mais le froid limita notre exploration à une demi-heure de pur plaisir. Les plongeurs enfilaient une cagoule de cuir où étaient cousues des lunettes leur permettant de voir clair dans la mer. Ils m'en firent essayer une et je fus ébloui par les couleurs des poissons nageant en liberté. Le résultat de la journée
22 bouteilles récupérées, 2 homards, et beaucoup de rires et de chansons. 2 phoques vinrent nous visiter, curieux de voir évoluer de nouveaux animaux marins, mais se lassèrent au bout de quelques minutes, déçus par nos performances aquatiques, fort réduites comparées aux leurs. Malheureusement, les plongeurs partirent de l'archipel sans me donner un de leurs fameux masques. Voilà, c'est mes souvenirs de plongeurs sous-marins. Voilà, mais ça avait lieu à l'époque, hein, donc je me suis documenté, c'est les ancêtres de la plongée en apnée, et ils récupéraient du matériel sur les épaves, coulé en faible profondeur. Alors, page 145, Crer Madiek. Un Crer en breton, c'est une petite colline. Donc c'est la colline des Madiek, c'est un nom de famille, Madiek. C'est le sage, en quelque sorte, en breton, en vieux breton. Page 145. Alors, nous prîmes ce chemin pour arriver sur la colline des Madiek. Quelques pentis balayés par les vents et la pluie d'hiver. Donc c'est au centre de la Bretagne. Aujourd'hui en Finistère. Des toits de chaume et de genêts pour les granges. Nous étions dans la Bretagne pauvre. Nous mîmes pied à terre pour rechercher des habitants, sûrement calfeutrés auprès du feu dans leur chaumière. Oh là, quelqu'un est-il ici? Oui, répondit un gros homme court, sur pattes sortant de sa maison. Il était tout souriant. Je ne m'attendais pas à recevoir tant de monde en aussi peu de temps, mais entrez, ne restez pas sous cette pluie, il finira pour vous transpercer. Grand merci, dit M. Philippe. C'est un recteur, c'est un curé, M. Philippe. Cela fait du bien de s'abriter. Cette pluie semble ne devoir jamais s'arrêter. Vous êtes abbé? Vous en avez les manières et la voix. Je le suis. Et que fait un abbé à cheval avec une telle troupe dont font partie Corentin, le héros des livres, en cette pauvre campagne sous la pluie d'hiver? Je cherche un ami aristocrate. C'est bien cela. Que Dieu vous garde. Tant de Bocrontiens sur les routes et qui doivent se cacher. Le royaume se porte mal. Je vais aller droit au but, l'ami. Nous cherchons l'un d'entre nous. Il est en danger. Un traître va le perdre. Et il le croit loyal. Il doit être prévenu. Et nous en avons la preuve. C'est peut-être vous les traîtres. Le croyez-vous? Si c'est le cas, vous savez bien dissimuler votre alliance à la Révolution. Vous ressemblez à ceux que vous prétendez être. Quant à moi, je suis Yann. On ne me nomme le court ou le rond, suivant les époques, mais on me connaît surtout sous le nom de Yann Guasdoué, ce qui veut dire en vieux breton l'homme de Dieu. Et ce n'est pas moi qui renierai mon Dieu et mon roi. Je vous le dis, au risque que vous soyez de foutus bateaux. N'ayez crainte, je suis aussi un homme de Dieu et du séminaire dédié à Saint Paul, San Paul, en Léon. Je me nomme Philippe et je suis abbé. Après un silence, je remercie votre Seigneur de votre visite en ma chaumière. Vous êtes ici chez vous. C'est très gentil à toi. Nous avons besoin de repos et nos provisions sont épuisées. Nous pouvons acheter des vivres pour repartir au plus vite. Toutefois, il nous faudrait nous reposer un peu, nous et nos chevaux. Je peux soigner vos montures, j'adore ces animaux. Soit. Je te donnerai quelques bonnes pièces pour ce service et notre séjour qui ne sera pas long. Ah, je suis rassuré, je pense que vous êtes de braves gens. Je vais aller chercher ma femme qui est cachée dans la grange, car nous avions remarqué votre arrivée. Aussi, elle avait pour consigne de prévenir le village si cela tournait mal. Votre ami nous avait prévenu des dangers que nous prenions à l'héberger. Et les gens de la paroisse se seraient-ils mobilisés pour toi face à des gendarmes? Je le pense, oui. Il y a encore des braves gens en notre Basse-Bretagne. Voilà, c'est un exemple des descriptions dans ce roman. Alors, je vous dis, là, je n'ai pas choisi les passages historiques, les batailles, etc. Et, ce que je voulais faire également, c'est vous donner quelques sources. Hein. Donc là je les nomme, alors je vous en ai montré un petit peu. Dans le chapitre 1, comme source, j'ai utilisé Marallor, le cheval d'orgueil de Père Jacques Azéliaz, pour
pour le côté breton du livre. Alors là, il y a des bretonnismes, il y a de la langue bretonne, mais traduite tout de suite. Mais ce qui sera beaucoup moins le cas dans tous les autres livres, dans les autres tomes. C'était pour donner une couleur au départ de l'histoire, quoi. Alors bien sûr, il y a les paysans bretons au XIXe siècle de Yann Bréquilien, qui est là-haut, je crois, aux éditions Hachette. Il y a l'histoire de la Bretagne et des Bretons de Joël Cornette. Les Bretons et Louis XIV, hein, dont j'ai fait un épisode il y a 2 ans, je crois. Le Barzaz Braise, alors c'est un recueil où il y a des chants traditionnels. Le voyage sur le Finistère de Jacques Cambry. Aljuez Braz à Barrados-Vin de Martial Ménard, hein, qui est un recueil sur les expressions triviales. La fin des terroirs, donc une expression que j'ai tirée de ce que je vous ai lu tout à l'heure. Alors ensuite, sur les chapitres 3-4, il y a le cercle de mer, parce que c'est au Glénan, hein, donc c'est un livre sur l'histoire des Glénans, des fabliaux de Jean de La Fontaine en breton, hein, puisque j'utilise ces fables dans un dialogue avec un personnage. Ensuite, chapitre 5-6, Cadoudal et les Chouans, parce que Cadoudal est un personnage dans cet ouvrage. Cadoudal ou la liberté de Jean-François Chiappe. Chateaubriand, hein, parce qu'on parle de Chateaubriand, on le voit. C'est pas un personnage, mais on en parle. Il y a Danton, le géant de la Révolution, de David Laodé. Histoire générale de la chouannerie, qui est là, hein. Les guerres de Vendée d'Émile Gabory, hein, que j'ai beaucoup utilisé aussi, mais enfin que je n'ai pas mis là. La nouvelle histoire des guerres de Vendée de Joël Bréjon et Gérard Guy de Thau, qui est ici. Robespierre de Laurent Dingly, qui est très très bien comme livre. Une blessure française, les soulignements populaires dans l'Ouest sous la Révolution, de Pierre Péan, hein, bien connu. Voilà. Ensuite, donc petite remarque, l'utilisation de la langue bretonne, hein, dans cet ouvrage, j'ai pris le parti par souci de simplification de m'inspirer de l'orthographe moderne qui n'existait pas au XVIIIe siècle ou au XIXe siècle, hein, voilà. Mais il y en a un petit peu dans ce livre et très très peu dans les autres. Voilà. Ensuite, je vous cite les personnages. Il y a Corentin Larour à prononcer Carantine en breton, ou en français Corentin, hein, tout simplement. Caou pour ses amis bretonnants et Corante pour ses amis francophones. Yon Larour a prononcé Yon, hein, en breton, père de Caou. Chanik Larour peut s'écrire aussi Jannick, hein, petite Jeanne en français, hein, mère de Caou. Rosen et Asilis Larour, ce sont ses sœurs. Yuhen, maître d'armes de Yon et de Caou. Le Kemener, le tailleur en français, ou Achemener en bas breton. Il est aussi le Basvalan, le marieur en bas breton. Gualtas de Kerguelen, seigneur de Landudal, une incarnation du haut breton pauvre à la fin du XVIIIe siècle, qui n'a bien sûr jamais connu Jean-Yves de Kerguelen, son soi-disant neveu, qui découvrit les îles australes que Captain Cook appelait les îles de la désolation. Beaucoup d'humour, les British. Louise de Kerguelen, grand amour de Caou. Mérien, propriétaire de Tipon de Glace, exploiteur et spéculateur. Albert de Beauregard, premier époux de Louise et grand ennemi de Caou. Beauregard, nom n'ayant rien à voir avec le château dans le Loir-et-Cher. Aurore de la Ferté, mère de Jean, fils de Caou, parce qu'il fera des rencontres, le Caou en question. Monsieur de Puylarens, époux d'Aurore de la Ferté, soi-disant préfet d'Agen, lors du scandale commis par La Salle en 1800. La Salle, c'est un général d'Empire, hein, qu'on va découvrir dans l'autre roman, en fait. Donc il n'est pas là-dedans. Hein. Je le nomme, mais il n'y est pas. Monsieur Philippe, hein, ou un autre, ou Philippe, un autre person, en français, Monsieur le recteur de Landudal, qui n'eut sans doute pas une vie aussi agitée que je le prétends. Ah oui, ça ce sont des personnages qui ont existé, un personnage réel. Monsieur Ansker, propriétaire de Saint-Nicolas au Glénan, à qui j'attribue une grande connaissance du grec et des philosophes.
Sur ce point, est-ce la vérité? On ne sait pas. Charles-François Athanase Charette de la Contrie, la grande figure de la révolte du bois de Poitou, hein, qu'on voit dans ce livre. Antoine-Philippe de la Trémoille, prince de Talmont, le grand prince de la grande révolte de l'Ouest. Jean Cottereau, qui là-dessus, hein, enfin, c'est censé être son portrait. Dit Jean Chouan, grand héros de la révolte du Bas-Maine, qui n'a sûrement jamais rencontré monsieur de Talmont et de la Rouërie, mais qui peut le dire vraiment, parce que je les fais se rencontrer. Georges Cadoudal, transformant Cadoudal par bretonnisme avec un K, pour bien montrer que lorsqu'un bras breton prononce ce nom, il insiste sur l'accent tonique de cette langue au lieu du phrasé plus monocorde du français du roi. Cadoudal était un général chouan, commandant de l'armée catholique et royale de Bretagne. Louis Cadoudal, père de Georges, riche laboureur et grand joueur de soule. Monsieur Armand Tuffin de la Rouërie, héros de la guerre d'indépendance américaine et organisateur de l'association bretonne. Monsieur de la Motte de la Guillaume Marais, membre de l'association bretonne dirigée par monsieur de la Rouërie. Voilà. Le docteur Chevetel, le traître par excellence, qui fit chuter l'association bretonne par jalousie envers monsieur Armand et par amour de l'or. Par contre, il n'est peut-être pas pour rien dans l'arrestation de Nédélec. Alain Nédélec, justement, riche laboureur à Fouesnant, élu juge de paix et responsable de la révolte du 10 juillet 1792, qu'on voit dans le livre. Paul-Héré de Kerbalanec, chef de la révolte dans le Léon, dans le Nord Finistère actuel, en mars 1793, qu'on verra dans le livre aussi. Henri du Vigier, comte de la Roche-Jacquelin, dernier chef de l'armée catholique et royale, mort à 21 ans. L'évêque d'Agra, évêque de Pacotille, qui ne fit peut-être pas tous les agissements peu catholiques que je lui prête, mais qui semble avoir été un authentique mythomane. Madame Buckley, épouse en seconde noces de l'Irlandais William Buckley, chef des Amazones, à qui j'attribue un penchant pour monsieur de Charette qui tient peut-être un peu d'imagination. Le général Kléber, chef des Mayenzais en Vendée et généralissime de l'armée d'Égypte après le départ de Bonaparte, qu'on verra donc dans le deuxième tome. Voilà, donc j'ai fait un peu le tour. On se revoit la semaine prochaine pour le deuxième tome du Sabre de Damas. A très bientôt.